Selon la vérité. Comme je l'ai expliqué, je viens d'un petit village du Cameroun qui s'appelle Bafan, né dans une famille vraiment modeste. Je n'aime pas utiliser le mot pauvre parce que on était tellement pauvre que je ne savais pas qu'on était pauvre. Depuis le bas âge, l'âge de 14 ans, au moins 14 ans même, je ne jouais pas. Quand les enfants allaient jouer, il fallait que j'aille chercher des vieilles bouteilles pour vendre et avoir quelque chose à manger ou bien de l'aluminium. À un moment, je vendais de l'eau glacée et à un moment, je vendais du ginger. Selon la vérité. Quand je suis arrivé aux États-Unis, déjà, je ne parlais pas l'anglais, purement francophone. Et puis aussi, je n'avais pas de formation vraiment, parce que je savais pas, je n'étais pas allé à l'école, donc je savais vraiment quoi faire. Et tout ce que j'avais, c'était les muscles. Je me suis dit, bon, je pouvais porter quelque chose de lourd. Et directement, j'ai commencé à travailler dans une société de livraison. On livrait des fournitures. Et comme c'était très difficile pour moi pour m'exprimer, chaque fois quand il y avait des casses pour les fournitures, on m'accusait, on disait danser. Selon la vérité. Comment on passe, avant toute chose, de livreur à acquéreur immobilier? Dans l'immobilier, aux États-Unis, quand tu fais beaucoup d'argent, si tu ne dépenses pas de l'argent, tu paieras beaucoup plus de taxes. Donc, l'immobilier, c'était d'abord pour garder mon argent ou bien pour réduire le taux de taxes. Et c'est comme ça que je me suis intéressé vraiment à l'immobilier. Selon la vérité. J'ai dit, mais attends, ça doit être un mouvement. Il faudrait que j'accompagne aussi d'autres à être propriétaires. Et on a lancé le mouvement au niveau des États-Unis. Ça a toujours été magnifique. Et puis à un moment, on s'est dit, non, nos frères africains, ceux qui sont à l'extérieur, parce que j'ai vu comment les Chinois, à partir de la Chine, prendre un crédit peut-être de 100 000, 200 000, 300 000 pour acheter une maison et mettre un locataire dans la maison, et c'est le locataire qui paye sa traite chaque mois, pourquoi pas un Africain? Selon la vérité. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons pris l'entrepreneuriat comme un jeu. Personne ne se lève et dit non, je suis pilote et commence à aller sauter dans l'avion, décolle avec l'avion et s'envole. Non, on apprend à être pilote. Beaucoup de gens prêtent l'argent de leur maman, leur papa, prennent l'argent de leurs époux ou bien prennent des crédits et vont gaspiller l'argent parce qu'ils n'ont pas appris comment le faire. Donc, à l'école des affaires, aujourd'hui, on apprend aux gens comment faire des affaires, comment développer un produit, comment cerner un marché, comment faire le prix d'un produit, qui est ta cible clientèle. Selon la vérité. Quand vous avez un bien immobilier aux États-Unis, ça vous donne la possibilité d'utiliser ce bien aussi pour prendre des crédits au niveau local et aller investir en Afrique et dans d'autres pays. Est-ce que pour vous, le fait de n'avoir pas fait des longues études ont été un frein durant votre parcours ou pas du tout? C'est pas 1 plus 1 égale 2 qui a défini que je suis intelligent. Parce que 1 plus 1 égale 2, ça ne résout aucun problème. D'ailleurs, les plus pauvres de la Terre sont les professeurs. Depuis mon enfance, j'ai toujours rêvé grand. Malgré tout ce qui peut subvenir comme difficultés et problèmes de tous bords. Oncle, non! Ça fait 2 ans! Depuis que je vous ai envoyé mon argent pour m'acheter une parcelle aux États-Unis, tantôt vous me parlez de Washington, tantôt Chicago. Non! J'ai beaucoup patienté! Allô? Yaya, c'est clair, Ma chérie, l'argent que j'ai ramené pour acheter la parcelle, on me l'a confisqué ici à la douane. Quoi? Qu'est-ce que quoi, madame? On a confisqué l'argent de la parcelle. Mais je te jure, ici à l'aéroport. Oh, quelle confiscationnairement. Quelle bête. Grâce à mon travail, mon courage et avec mes ambitions, je suis devenu l'homme dont je voulais. Alors, comment matérialiser mon rêve? Avec Dispensation Investment Group, achetez 1 hectare de terrain à 50 000 $ aux États-Unis ou une maison à partir de 250 000 $ pour un acompte de 30% et le reste à payer pendant 30 ans. Je dis bien 30 ans. C'est la meilleure solution. Dispensation Investment Group, réalisez vos rêves.
Bonjour, bienvenue dans Confidence. Ici, Mademoiselle Sabouinouga pour vous. Je reçois pour vous un de ces hommes dont on entend rarement parler. Celui qui montre que le travail acharné peut vous faire passer de zéro à héros. Celui qui explique par un parcours, par un travail, qu'il est possible de réussir même sans qu'on vous tende la main, sans que quelqu'un ne vous vienne en aide. Mais quelquefois, le monde fait qu'on doit toujours vous aider. Cet homme qui montre que de zéro, il est devenu un héros. De rien, il est devenu l'un des meilleurs investisseurs qu'on peut entendre parler en Afrique aujourd'hui. Laissez-moi recevoir pour vous sur ce plateau M. Raphaël Diné, Master Coach, qui va nous parler de son parcours dans Confidence. Bonjour monsieur. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Je suis heureuse de vous recevoir aujourd'hui. Vraiment, c'est partagé. Partagé. Alors, vous êtes en toute confidence. Encore une fois, bienvenue sur notre plateau. Merci. Avant toute chose, nous aimerions vous connaître. Qui êtes-vous? Je suis Raphaël Diné, beaucoup plus connu sous le nom de Master Coach. Je suis coach en développement personnel et entrepreneuriat et expert en levée de fonds. Vous avez beaucoup de casquettes? C'est presque la même chose. Dans l'entrepreneuriat, il faut regarder les fonds, il faut regarder la croissance, il faut regarder le leadership. Donc, c'est presque la même chose, vraiment. Peut-être une chose qui produit beaucoup de résultats. Ah bon? Parce que vous êtes cette personne qui produit beaucoup de résultats. Moi, je pense que l'être humain, nous sommes tous les entrepreneurs. Et si tu es entrepreneur, tu dois te développer, tu dois développer ton leadership. Et puis, surtout, tu dois avoir les finances pour gérer tes entreprises. Donc, dans notre quotidien, on accompagne un peu dans tous ces points, quoi. Et vous êtes originaire d'où? Je pense que je suis né au Cameroun, je vis aux États-Unis, mais je me vois aujourd'hui comme un citoyen du monde. Vous pensez être né ou bien vous êtes sûr d'être né au Cameroun? Cameroun? Non, je suis citoyen du monde. Je suis citoyen du monde. Je suis en France en ce moment. Et notre entreprise, on est dans 32 pays aujourd'hui. Donc parfois, d'ailleurs, je passe plus de temps en RDC qu'aux États-Unis ou bien au Cameroun. Directement. Je crois que je suis citoyen du monde. Je me vois beaucoup plus de cette façon. Alors, monsieur Master Coach, que faites-vous dans la vie? Comme je l'ai dit, je me focalise beaucoup plus sur la formation. Nous avons une mission de capacité 2 milliards de personnes avant 2040. Quand je dis les capacités, c'est de donner l'opportunité aux gens de se développer et de développer leur plein potentiel, vraiment pour être épanouis dans la vie et faire vraiment ce pourquoi ils sont nés. Donc, c'est la mission que j'ai sur ma vie aujourd'hui avec toute mon équipe. Ce pourquoi ils sont nés. Il y en a qui sont nés pour de l'amour, par exemple. Est-ce que vous êtes aussi coach en amour? L'amour, c'est le fruit de ce qu'on est. Okay. L'amour, c'est le fruit de ce qu'on est. Nous croyons que chaque personne a des objectifs. Nous sommes nés pour des raisons très, très précises. C'est pourquoi nous avons certains qui sont des médecins, les autres qui sont des chanteurs, d'autres qui sont des communicateurs comme toi, Joyce. Et directement, c'est tout cela qui fait la vie. L'amour, maintenant, c'est le fruit de... nous recevons l'amour quand nous nous donnons au monde. Parce que nous sommes nés, nous sommes un cadeau pour les autres. C'est comme un manguier. Le manguier ne mange pas ses fruits, mais le manguier produit des fruits pour tous ceux qui sont à côté de lui, même les oiseaux. Donc, directement, moi, je pense que l'amour que nous recevons provient de ce que nous donnons dans le monde, parce que nous sommes venus donner. Et celui qui donne, celui qui a une valeur pour la société, naturellement reçoit en retour de l'amour. Ça veut dire que vous êtes en quelque sorte aussi un coach en amour aussi. Ça rentre dans vos domaines de compétences. Oui, bon, dans notre programme de Life Intervention Coaching, d'ailleurs, nous mettons tellement l'accent sur l'amour parce que, aussi quand tu dis amour, il y a beaucoup d'interprétations. Qu'est-ce qu'on entend
de l'amour. Celui qui est en train de nous écouter, pour lui, l'amour, c'est quoi? Est-ce que c'est s'épanouir? Est-ce que c'est être convoité? Est-ce que c'est être aimé? Est-ce que c'est être comblé? Donc, il faut définir tout cela. Mais je pense que tu es en train de parler peut-être de ce qu'on ressent vraiment, l'épanouissement total. Exactement. Qui est quelque chose que chaque être humain aimerait avoir. Nous croyons que ça vient de ce que nous donnons. Pour avoir de l'amour, pour recevoir de l'amour, vraiment, il faut donner beaucoup d'amour. Et c'est en donnant qu'on reçoit. D'accord. Je me suis un peu penchée sur votre histoire avant de parler de votre entreprise. Pouvons-nous parler de votre parcours? Bien sûr. Comme je l'ai expliqué, je viens d'un petit village du Cameroun qui s'appelle Bafan, né dans une famille vraiment, vraiment modeste. Je n'aime pas utiliser le mot pauvre parce que on était tellement pauvre que je ne savais pas qu'on était pauvre. Ok. Donc, c'est comme ça que notre vie a commencé, une famille de 9 personnes. Et graduellement, pour ceux qui maîtrisent, peut-être toi, tu n'étais pas encore né, à une époque, il y a eu la crise économique et puis mes parents ont chuté. La vie était devenue vraiment, vraiment difficile. Quand je dis difficile, au tel point où on ne savait quand est-ce qu'on pourra avoir notre prochain repas. Et à partir de ça, c'est comme ça que j'ai grandi. À un moment, je peux dire qu'on était laissés à nous-mêmes parce que papa ne pouvait plus, maman aussi ne pouvait plus. Papa est allé au village, comme on a l'habitude de dire. Et moi et mes sœurs, on était vraiment abandonnés à nous-mêmes. Ça, c'était un peu les débuts. Et puis, directement, j'avais compris que comme tous les autres voisins, personne ne viendra me sauver, personne ne viendra me donner à manger le matin ou le soir. Et cet esprit de survival, je ne sais pas comment on dit en français, de survivre, s'est installé sur moi et je me suis dit, bon, s'il faut que je mange, je dois aller à la chasse. Je dois aller chercher, je dois créer. Et directement, depuis le bas âge, l'âge de 14 ans, au moins 14 ans même, je ne jouais pas quand les enfants allaient jouer. Il fallait que j'aille chercher des vieilles bouteilles pour vendre et avoir quelque chose à manger, ou bien de l'aluminium, des vieilles chaussures qu'il fallait collecter et aller vendre pour avoir quelque chose à manger. Et après les vieilles chaussures, c'était quelque chose d'autre. Je suis entré dans les friperies. À un moment, je vendais de l'eau glacée, et à un moment, je vendais du ginger. Donc, ma vie, le bas âge était une succession de carrières, de débrouillardises vraiment extrêmes pour survivre, jusqu'au moment où, grâce au judo, je me suis beaucoup attaché au judo et je suis arrivé au niveau niveau national et notre équipe est allée aux États-Unis pour US Open. Et à partir de ça, j'ai commencé une nouvelle vie aux États-Unis à l'âge de 17 ans. D'accord. Et quand vous arrivez aux États-Unis, comment ça se passe et qu'est-ce que vous faites? Quand je suis arrivé aux États-Unis, déjà, je ne parlais pas l'anglais, purement francophone. Et puis aussi, je n'avais pas de formation vraiment, parce que je savais pas, je n'étais pas allé à l'école, donc je savais vraiment quoi faire. Et tout ce que j'avais, c'était les muscles. Je me suis dit, bon, je pouvais porter quelque chose de lourd. Et directement, j'ai commencé à travailler dans une société de livraison. On livrait des fournitures. Et comme c'était très difficile pour moi pour m'exprimer, chaque fois quand il y avait des casses pour les fournitures, on m'accusait, on disait non, c'est lui qui a cassé ça. Et puis moi, je demandais juste pardon. J'avais appris à dire I'm sorry, je suis désolé. C'était la seule chose que vous maîtrisez en anglais? Oui, c'était la seule chose. C'était la seule chose. Donc à partir de ça, à un moment, on m'a chassé et puis je me suis mis à mon propre compte grâce à l'aide de ma petite amie Tania en ce moment. Donc, j'ai commencé à, quand on m'a chassé, je ne pouvais plus rien faire. On avait une minivan
J'ai commencé à délivrer les choses avec la minivan. Et après 6-7 jours, j'ai eu un peu d'argent. Mon ami Tania m'a donné un peu. Et puis, j'ai cotisé pour prendre le premier camion. Donc, à partir de là, je me suis lancé profondément dans le transport de 1 à plus de 200 camions. Et après un temps, on a basculé dans l'immobilier et puis d'autres activités. Ouais. Le prêt de Madame Tania était de combien? Je crois que c'était moins de 3 000 $. Mais c'était beaucoup d'argent cette période-là. Ouais. Et c'est ce prêt-là qui vous a permis d'acheter votre premier camion et de devenir un livreur indépendant. Oui, oui, oui. Ouais. OK. Et Madame Tania, elle est encore présente à ce jour? Oui, oui, elle est présente. Bon, quand je dis présente dans ma vie, oui. Non. C'est bon, on avait évolué jusqu'à un niveau pour des raisons vraiment indépendantes de notre volonté. Et je peux dire qu'on a grandi. Est-ce que ce ne serait pas la goutte de galère qui a qui est partie? Non. C'était pas ça. C'était beaucoup plus. En effet, elle travaille pour le gouvernement et puis à un moment, il fallait qu'elle soit affectée dans un autre pays. On était des petits amis et puis elle est partie, elle est allée travailler en Afrique. Elle travaillait pour le gouvernement américain? Oui, pour le gouvernement américain. Ouais. D'accord. Donc, c'est ça qui a causé la séparation et puis d'une façon unanime, chacun a évolué avec sa vie. Mais on reste des très, très bons amis. Très, très bons amis. En tout cas, déjà, félicitations à elle d'avoir cru en vous, parce qu'aujourd'hui, vous êtes quelqu'un dont elle peut être fière et elle peut raconter sur votre histoire pour dire qu'on peut soutenir un homme et rester bons amis. Oui, c'est vrai. Après l'entreprise de livraison, vous nous faites découvrir une autre facette de vous, parce qu'à travers ce prêt, vous faites des livraisons et ensuite, vous devenez entrepreneur en immobilier. Comment on passe, avant toute chose, de livreur à acquéreur immobilier? Dans l'immobilier. En effet, c'est beaucoup plus, Madame Joyce, c'était beaucoup plus que de livreur. À un moment, comme j'ai dit, on était à plus de 200 camions et éparpillés sur, on faisait 48 États. Donc, c'était vraiment, vraiment, vraiment agressif. Et dans l'immobilier, c'est mon comptable qui m'avait conseillé. Il m'avait dit, Raph, si tu veux payer moins de taxes, il faudrait que tu te mets dans l'immobilier. Parce que aux États-Unis, quand tu fais beaucoup d'argent, si tu ne dépenses pas de l'argent, tu payeras beaucoup plus de taxes. Donc, l'immobilier, c'était d'abord pour garder mon argent ou bien pour réduire le taux de taxes. Ce n'était pas vraiment... je ne m'étais pas levé, je me suis dit, OK, l'immobilier est très bien. Et la plus grande surprise, c'est que après 2-3 ans, j'ai vu que l'immobilier me donnait encore beaucoup plus d'argent avec moins d'efforts que dans le transport. Et c'est comme ça que je me suis intéressé vraiment à l'immobilier. J'ai commencé à m'intéresser de plus en plus et j'ai continué avec des formations en immobilier. Et aujourd'hui, c'est upside down. C'est l'immobilier au-dessus du transport et puis d'autres activités qu'on fait. Aujourd'hui, je crois que je suis entré dans l'immobilier au hasard. Et puis, avec le temps aussi, j'ai compris que c'était un très grand problème, surtout pour nous, les Africains. Parce qu'aujourd'hui, aux États-Unis, il y en a qui sont en location depuis 10 ans, 30 ans, 20 ans. Ils continuent à payer le loyer. Et croyez-moi, vous pouvez faire 30 ans en location, 40 ans, le jour que vous arrêtez, votre contrat fini, vous irez sans rien. Et je me suis dit, beaucoup d'Africains travaillent très, très dur. Parfois, on envoie des enfants à l'étranger, mais on continue à payer le loyer. On cotise et quelqu'un d'autre gagne. Et je me suis prise, on s'est dit, bon, j'ai d'abord changé ma situation. Je suis parti du locataire à propriétaire et j'ai trouvé que c'était beaucoup mieux parce que je louais les maisons jusqu'à 4 000 $. OK. Et tous les années où j'ai juste loué, cet argent est parti. J'ai acheté ma maison et puis j'ai vu que c'était différent. Avec ma propre maison, là, quand je paye le mortgage, c'est comme si je cotisais un argent que je dois récupérer. Donc, après 5, 6, 7 ans, j'ai dit, mais attends, ça doit être un mouvement. Il faudrait que j'accompagne aussi d'autres à être propriétaires.
Et, on a lancé le mouvement au niveau des États-Unis. Ça a toujours été magnifique. Et puis, à un moment, on s'est dit, non, nos frères africains, ceux qui sont à l'extérieur, parce que j'ai vu comment les Chinois envahissent les États-Unis. Les gens sont en Chine, mais ils sont propriétaires des immeubles, des appartements, où il y a des locataires aux États-Unis. Donc, je me suis dit, mais si un Chinois peut, à partir de la Chine, prendre un crédit peut-être de 100 000, 200 000, 300 000 pour acheter une maison et mettre un locataire dans la maison, et c'est le locataire qui paye sa traite chaque mois, pourquoi pas un Africain? Pourquoi pas un Africain? Donc, c'est tout ceci qui a déclenché vraiment le mouvement que nous avons lancé, le mouvement de 1 million d'hectares avant 2040 et 1 million de maisons avant 2040 avec Dispensation Investment Group. Et c'est de là qu'est née votre entreprise DIG. Oui, c'est ça. Dans le fonds d'investissement pour l'immobilier, c'est le fonds qui est mis sur pied pour supporter déjà des Africains qui sont en location. Parce que je dis les Africains, on les met en avant-plan. Ça ne veut pas dire qu'on vend à tout le monde. Et aussi ceux qui, parce qu'aujourd'hui le monde est devenu un petit village, ceux qui sont en Afrique, qui veulent immigrer, ils n'ont plus besoin d'immigrer comme nous autres on a immigré. On est venu tomber dans les maisons de location. Aujourd'hui, on encourage ces gens de venir tomber dans un mortgage plutôt. Si le loyer est peut-être $2 000, entrer dans un mortgage de $1 000, ça pourra vous permettre d'épargner déjà et puis contribuer, faire une contribution que vous pourrez récupérer cet argent dans le futur. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé votre histoire quand on a échangé tout à l'heure. Vous voyez, aujourd'hui, dans la diaspora, beaucoup de gens de la diaspora ne veulent plus rentrer en Afrique. Pas parce qu'ils n'aiment pas l'Afrique, mais parce qu'ils sont vraiment en train d'être asfixiés avec les factures, le fait que tout ce qu'ils gagnent, ils dépensent et puis ça va. Personne ne cotise de telle façon qu'elles peuvent récupérer. Vous m'avez raconté votre histoire et puis j'étais en train de comparer quelqu'un qui vit à l'étranger, qui est dans sa maison, qui contribue pour être propriétaire de sa maison et quelqu'un qui est dans une maison, qui contribue chaque mois, c'est un Indien, c'est un Chinois ou bien c'est un Marocain qui récupère tout cet argent tous les 30 jours. Vous voyez, ça fait une très, très, très grosse différence. Si nous voulons vraiment développer l'Afrique, si nous voulons développer le continent, si nous voulons vraiment préparer un futur, on doit penser à économiser tous les centimes. Si vous vivez quelque part, vous payez le loyer, à la fin de 10 ans, vous n'aurez rien. Mais si c'est un mortgage, si c'est une traite que vous payez, vous avez l'avantage de revendre ce bien un jour et récupérer tout votre investissement. Et c'est ça que votre entreprise propose aux États-Unis? Oui, c'est d'abord notre première mission. D'accord. Et vous avez dit que vous êtes présent dans 32 pays. Oui, nous sommes dans 32 pays aujourd'hui avec notre groupe Ali Global où nous formons en leadership, développement personnel et entrepreneuriat. Dispensation Investment Group, c'est juste l'un de nos produits. Nous croyons que chaque personne est un porteur de solutions. Nous sommes tous des porteurs de solutions et si on se développe, on développe notre plein potentiel, on sera une très grosse valeur pour notre famille, pour notre quartier, pour notre environnement et surtout pour le monde entier. Et chaque jour, les problèmes sont résolus par des êtres humains. Beaucoup de gens rêvent d'être riches, mais la réalité, c'est que la richesse se trouve dans les problèmes. Si vous apportez la solution sur le problème de l'homme, vous serez riche. Aujourd'hui, quand on se réveille le matin, du moment où on se réveille jusqu'au coucher, nous consommons. Et c'est quelqu'un qui résout les problèmes. Et celui qui résout les problèmes, on échange, on leur donne notre fortune. À Ali Global, nous travaillons, nous aidons l'être humain à se développer personnel et surtout être une meilleure version d'elle-même, développer son entreprise, développer
que ce soit le produit, le service ou le système qu'il a pour être la solution dans le monde entier et surtout bien s'épanouir. Ah, c'est important de bien s'épanouir dans les domaines qu'on choisit dans la vie. Ouais. Et comment ça se passe pour devenir client au sein de votre entreprise? Aujourd'hui, avec Dispensation Investment Group, je crois qu'il doit avoir le contact quelque part. Mais nous avons une très forte présence en ligne aussi. Il faut contacter nos équipes. Nous avons des maisons, des terrains, les centres commerciaux, les hôtels à vendre, surtout à crédit. Vous pouvez acheter cash ou bien vous pouvez acheter à crédit. À crédit, ça veut dire vous entrez en contrat, vous prenez le bien et puis vous pourriez utiliser déjà le bien et repayer pendant 30 ans. Ça, c'est pour Dispensation Investment Group. Pour Alid Global, nous avons l'école des affaires où on apprend aux gens à faire des affaires. D'ailleurs, peut-être on n'a pas trop parlé dessus, ma petite histoire, c'est ça qui est notre école des affaires. Okay. J'ai commencé, comme je vous ai expliqué, avec les $2500 de Tania et mon dernier paycheck, mon dernier salaire. Ceci, nous parlons de 2000, l'année 2000. Aujourd'hui, en 2024, nous sommes un peu un peu plus de 600 millions de receivables avec nos entreprises. Ça veut dire que ce que j'enseigne, c'est ce que je fais. D'accord. C'est pas quelque chose que... vous n'êtes pas théorique. Non, c'est pas la théorique. À l'école des affaires, je montre exactement comment je suis parti à 0 jusqu'à 100 000 $. Je montre comment je suis parti de 100 000 $ à 1 million de $. Et je montre comment je suis parti d'1 million de $ à 500 millions de $, jusqu'à on est à un peu plus de 600 millions de $ aujourd'hui de receivables. Et quand je regarde mon background, d'où je suis sorti, mon papa ne m'a pas donné un kick ou bien je n'avais pas un frère politicien et tout. C'est juste le travail et le travail dur. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons pris l'entrepreneuriat comme un jeu. Personne ne se lève et dit non, je suis pilote et commence à aller sauter dans l'avion, décolle avec l'avion et s'envole. Non, on apprend à être pilote. Beaucoup de gens prêtent l'argent de leur maman, leur papa, prennent l'argent de leurs époux ou bien prennent des crédits et vont gaspiller l'argent parce qu'ils n'ont pas appris comment le faire. Donc, à l'école des affaires, aujourd'hui, on apprend aux gens comment faire des affaires, comment développer un produit, comment cerner un marché, comment faire le prix d'un produit, qui est ta cible clientèle, quel problème tu résous. Donc, on essaie de former l'entrepreneur et on lui donne la possibilité de développer soit un système, un produit ou un service, cibler une clientèle et vraiment faire le chiffre d'affaires qu'il désire. Parce que nous avons des ambitions différentes. Et surtout, nous croyons aussi que l'entreprise d'un homme ne peut pas être au-delà de l'homme. Okay. Quand on travaille sur nous-mêmes, l'entreprise grandit. On ne travaille pas sur l'entreprise, on doit travailler sur nous-mêmes. Okay. Dans l'école des affaires, c'est vraiment ce molde pour prendre quelqu'un de zéro jusqu'au top, comme on dit. Et surtout selon ce que la personne veut. Okay. Ouais, donc, c'est ce qu'on fait là-bas à l'école des affaires. Nous avons l'école des coachs de l'autre côté. Alors, vous m'avez appelé Master Coach. Nous croyons aussi que quand nous sommes nés, on ne nous a pas donné le notice de vie. Oui. Que bon, il faut, quand ça ne va pas, tes émotions vont partout, tu dois faire ceci. Non, il n'y a pas de notion. Mais alors, comment est-ce qu'on est guidé? Aujourd'hui, beaucoup de gens ont détruit peut-être toute la chance de leur vie à cause de leurs problèmes émotionnels. Ils n'ont pas su comment se comporter. Ils ont dit une parole. Et aujourd'hui, ils sont divorcés. Ou ils ont perdu le conjoint exceptionnel de leur vie. Certains ont perdu le travail qui pouvait les rendre fortunés à cause de leurs émotions. Ils ne savent pas comment gérer les émotions. Donc, à l'école des coachs, nous avons presque 15 modules bien structurés. C'est un programme d'1 année pour apprendre à chaque personne de se connaître et surtout savoir comment s'encourager, savoir comment fonctionner à partir de son plein potentiel.
C'est un programme qui est venu de Tony Robbins, qui est mon mentor. C'est un programme qui m'a transformé. Parce que quand je dis que nous sommes partis de zéro à plus de 600 millions de dollars 600 millions de dollars de receivables, c'est pas que ça s'est passé en un jour. C'est chaque jour qu'on s'est formé, c'est chaque jour qu'on se développe, c'est chaque jour qu'on grandit pour être la personne qui va manifester ce que nous voulons manifester et surtout résoudre le problème que nous voulons résoudre dans la vie et d'une façon efficace. Donc, à l'école des coachs, c'est ce qu'on fait là-bas. Ok, mais très intéressant comme programme d'ailleurs. Ouais, Et cela marche très bien? Oui, ça marche très très bien. Nous sommes à notre 4e promotion déjà. Nous sommes à notre 4e promotion avec beaucoup de coachs formés. D'ailleurs, notre graduation, c'est... on dit comment graduation en français? Graduation. Oui, c'est une graduation. Ouais, notre graduation, c'est chaque 7 juillet aux États-Unis. Nos élèves sont partout dans le monde entier et tout ce qu'on fait, c'est que pendant la graduation, tous ceux qui vont graduer, on les amène aux États-Unis le 7 juillet pour la graduation. Et c'est un moment très, très, très exceptionnel pour nous. Chaque année, j'attends ce jour précieux où nous pourrons regarder derrière et voir ceux qui étaient frustrés, ceux qui étaient bloqués, ceux qui croyaient que tout est fini, qui sont en train de jubiler parce que c'est comme s'ils ont eu une nouvelle vie. Le but de leur vie, leur potentiel, qui ils sont vraiment, ils ont retrouvé et non seulement, ils ont la capacité d'aider les autres à vraiment... Et c'est quand débute l'année académique? Nous avons un programme en cercle. Ça veut dire on fonctionne sur des modules et puis on recommence encore. Donc, les élèves peuvent joindre l'école à tout moment. On travaille sur des modules et ils vont rentrer sur des anciens modules. Parce que ce sont des modules à part. Tous les modules sont séparés. Ok, on va reparler investissement immobilier. Comment ça se passe? Les maisons que vous revendez, les maisons du coup que vous proposez à vos clients, qui sont les propriétaires de ces maisons-là? Est-ce votre entreprise ou vous êtes un intermédiaire entre une autre entreprise et un client ou un particulier et un client? Est-ce que vous êtes un agent immobilier? Nous avons une société immobilière et nous avons un fonds d'investissement. Ok. Ouais. Le fonds d'investissement finance le bien que le client veut acheter. D'accord. Ouais. Les terrains que nous vendons sont des terrains dont nous sommes propriétaires et nous construisons aussi des séries de maisons pour revendre aux gens. Nous achetons aussi des séries de maisons, des maisons en lot, en bloc, pour revendre. Donc, la plupart des maisons que nous achetons, nous vendons aux clients sont des maisons qui nous appartiennent. Mais nos clients ont aussi la possibilité de choisir une maison et de nous contacter pour dire, bon, j'ai cette maison que je loue, le propriétaire veut vendre. Est-ce que vous pouvez acheter au propriétaire et moi, je vous rembourse pendant 30 ans? C'est possible aussi. Et quels sont les taux d'intérêt de votre entreprise sur un investissement immobilier? Les taux d'intérêt, ça dépend beaucoup de la personne qui achète. C'est déjà un. Mais de deux, nous ne dépassons pas un chiffre. On appelle ça one digit, un digit. Donc, on est à on est à 9,9 maximum. On ne dépasse pas un chiffre en intérêt. Ok, du coup, c'est ça c'est le maximum. C'est le maximum. Donc, ouais. En matière de... Ça peut être moins, mais ça ne dépasse pas 9. Ok, je ne sais pas si la technique est prête. On va nous montrer une image tout à l'heure. Ok. Et j'aimerais bien que vous nous expliquiez un peu ce qui s'est passé dans cette image-là et aussi pouvoir confirmer la véracité de l'image que nous allons vous balancer tout à l'heure. Est-ce que la technique est prête? Oui, là, c'est une visite. Comme je l'ai expliqué d'ailleurs, nous avons 2 visites par an, le 7 décembre et le 7 juillet, où nous faisons venir tous nos clients du monde entier parce que chaque 7 juillet et chaque 7 décembre, c'est l'inauguration totale. Là, on était chez moi avec beaucoup de nos clients. Ceux qui sont venus de l'Afrique du Sud, de la RDC, du Gabon, du Cameroun, de l'Allemagne, de la France, ils sont venus un peu de partout.
Pour certains, c'était la première fois de voir leur terrain. Donc là, on était en train d'échanger sur le site par rapport à tous ces terrains. Ça, c'est aussi un site. Ce site, ça s'appelle Sulphur Spring, juste sur l'autoroute. Le site est beaucoup plus avancé aujourd'hui. Là, c'est dans ma résidence, le site qui est à côté, parce que là-bas, on a environ 500 hectares. Je vous ai parlé d'un de nos clients qui était décédé, c'était le docteur. Ouais. Donc là, ce sont des jeunes filles, on les encourage d'investir, de ne pas attendre vieillir comme nous, avant de dire « Oh, quand j'étais jeune, j'avais l'argent, je n'ai rien fait de mon argent. Si je savais, j'allais investir. » Elle, je crois qu'elle vit en Afrique du Sud. Donc, aujourd'hui, nous avons beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes qui ont compris que c'est vraiment le moment d'investir, de mettre son argent là où l'argent peut grandir et puis l'argent est bien sécurisé. Et surtout, l'argent doit se multiplier. Tout à l'heure, tu me demandais, parce que les gens m'ont toujours demandé pourquoi investir aux États-Unis. Il y a beaucoup de bénéfices aujourd'hui aux États-Unis. Ce que les gens ne savent pas, c'est que les États-Unis, c'est un pays, c'est pas comme la France. On devient américain, mais on est français. OK. Ouais. Donc, directement, moi, je suis né au Cameroun, mais je suis américain. D'accord. Oui. Et c'est comme ça, c'est pourquoi aux États-Unis, on demande aux gens toujours, toi, tu viens d'où? Toi, tu viens d'où? Même les présidents, on dit d'où ils viennent, d'où ils sortent. Donc, c'est un pays où n'importe qui peut venir s'imposer là-bas, surtout prendre sa part du marché, comme on dit. C'est un coin il y a encore beaucoup de faveurs. Quand vous avez un bien immobilier aux États-Unis, vous avez la possibilité, vous pouvez envoyer les enfants pourront aller à l'école gratuitement jusqu'à l'université. Il y a le soin médical, si vous pouvez aller vous faire soigner. Pas comme quelqu'un de l'international, mais comme quelqu'un local, ce qui est très, 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 très important. Il y a les facilités d'immigration. Aujourd'hui, parfois, les gens passent par, je ne sais pas c'est quel pays, là où les gens se noient, là. L'Espagne, le Maroc. On a le Maroc, la Tunisie, il y a beaucoup. Ou alors la forêt du Mexique. Alors que quand vous investissez aux États-Unis, vous achetez des biens aux États-Unis, ça peut faciliter l'immigration. Oui, ça facilite l'immigration. D'ailleurs, la première question qu'on vous pose quand vous demandez le visa, c'est si vous avez une adresse aux États-Unis. Quand vous venez avec une adresse, quand vous avez un bien immobilier, on vous voit beaucoup plus comme un investisseur que comme un... au lieu on ne vous voit pas comme un demandeur d'asile parce que beaucoup d'Africains sont connus pour des demandes d'asile. Et directement, vous êtes beaucoup plus considéré. Vous ne venez pas être une charge pour le gouvernement, mais vous venez apporter une solution sur l'économie locale. Et il y a les cas de retraite. J'ai parlé des facilités des visas. Vous avez des visas facilement. Et aussi, il y a les levées de fonds. Quand vous avez un bien immobilier aux États-Unis, ça vous donne la possibilité d'utiliser ce bien aussi pour prendre des crédits au niveau local et aller investir en Afrique et dans d'autres pays. Donc, c'est tant d'avantages pour acheter. Ce sont des avantages que vous avez quand vous avez un bien immobilier aux États-Unis. Et aujourd'hui, on le sait, sur le marché africain, les taux d'intérêt sont très élevés. Beaucoup d'hommes d'affaires sont coincés. Ils ne peuvent pas prendre une dette pour faire grandir leur entreprise. Si vous avez 1 million en Afrique, vous allez acheter un immeuble à 1 million. Vous rentrez à 0. Alors, si vous avez 1 million, vous investissez aux États-Unis dans un bien et vous avez besoin de 2 millions, vous pouvez utiliser le bien pour prêter 2 millions facilement. Ça veut dire que votre bien immobilier devient un peu comme une banque pour vous. Donc, c'est tant d'avantages que parfois on ne sait pas, on ne se rend pas compte. Donc, ce n'est pas seulement un bien, mais c'est aussi quelque chose qui nous donne tellement d'avantages dans la vie. D'ailleurs, tout ce que nous on fait en Afrique aujourd'hui, nos fonds d'investissement, sont nos biens immobiliers qu'on utilise pour lever tous ces fonds, pour travailler en Afrique. Donc, je pense que
le monde est très ouvert aujourd'hui. On ne peut pas s'asseoir en Afrique et dire non, les banques, les banques ne nous donnent pas les crédits. Non. Accéder le marché là où il y a plus de fonds. Les Chinois le font, les Indiens. Aux États-Unis, il y a des quartiers qu'on appelle les quartiers chinois, les quartiers indiens. Donc, aujourd'hui, on doit essayer de penser un peu global. Ne pas regarder, se limiter seulement au niveau local. Et dans l'investissement, dans les pays comme les États-Unis, ça nous ouvre aussi beaucoup sur le marché et avec des échanges d'expériences et de technologies aussi. Moi, j'ai une question. Avec, ça peut être vu de manière, on va dire, en règle générale, l'Africain que vous voulez mettre de l'avant dans votre entreprise d'investissement pour l'immobilier est celui qui ne prend pas beaucoup le temps de s'informer. Et d'après la pensée de votre entreprise, vous acquérez des biens que vous revendez. Mais en fait, il y a un temps, il y a un prêt qui est fait dessus que les clients s'engagent à respecter. Mais en cas de non-respect, est-ce que vous ne craignez pas que ce même Africain se retourne contre vous en disant que vous n'êtes pas quelqu'un de sérieux parce que pour lui, il considère que dès l'instant où lui, il a payé la première somme, la maison est à lui. Maintenant, comment vous pouviez lui expliquer que parce que ça fait peut-être 2-3 mois que vous n'avez pas réglé les frais de vos frais de maison pour que la maison continue à être la vôtre, nous sommes obligés de vous reprendre le bien. Comment vous faites pour expliquer à celui-là que ce que vous faites, ce n'est pas un vol, mais c'est juste un contrat qui n'a pas été respecté, qui fait que le bien qui est le sien doit en fait revenir à votre entreprise parce qu'il n'a pas respecté sa part du marché? Just, les Africains sont très éduqués. Je crois qu'on a toujours sous-estimé le peuple africain. D'ailleurs, l'éducation traditionnelle qu'on parle, les plus diplômés de la Terre sont en Afrique aujourd'hui. Moi, je crois que ce n'est pas un bien qu'on vend aux enfants. Le plus petit bien que nous avons coûte 35 000 $. Vous voyez que directement, ce n'est pas des bonbons, ce n'est pas pour les enfants, c'est pour des gens mûrs, c'est pour des gens qui savent ce qu'ils veulent dans la vie, c'est pour des gens qui sont vraiment matures. C'est pas quelque chose qu'on vend, c'est pas quelque chose qu'on vend aux vieilles mamans du village, quelqu'un qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire ou qui ne comprend rien. Non. Jusqu'à présent, on est très, très satisfait avec nos clients. On a eu des clients qui ont des petits challenges, mais ils se remettent en règle très, très rapidement. Pour nous, c'est une relation de 30 ans. Aujourd'hui, quand je me déplace, comme maintenant que je suis ici à Paris, j'ai beaucoup de clients qui viendront me voir au Palais de Congrès demain, par exemple, demain et après-demain. Ce sont des gens qu'on vit ensemble. Ce sont des gens qui ont construit leur maison à côté de ma maison. Ils me payent ma dette et puis on vit ensemble. C'est une communauté. C'est comme un clan maintenant. D'accord. Donc, la relation entre nous, c'est beaucoup plus profond. Ce n'est pas une affaire transactionnelle. C'est un engagement de 30 ans. C'est un engagement de vie. Les enfants de mes clients jouent avec mes enfants. Je vis là où notre communauté est construite. Et puis, bon, peut-être dans le futur, je ne sais pas, dans toutes les communautés, il peut y avoir des malentendus, mais on ne croit pas que jusqu'à aujourd'hui, tout va très très bien. Nous avons bien ciblé un problème pour résoudre. Et nous voyons la différence dans la communauté. Nous voyons comment c'est en train vraiment d'aider beaucoup de gens. Ça nous aide, ça aide nos clients. Et chaque jour, on développe des mécanismes qui doivent continuer à enrichir cette relation, vraiment ajouter la valeur à l'un et l'autre et surtout éduquer nos clients aussi. Parce que ce n'est pas seulement nous. Vous avez votre appartement, vous payez les taxes pour votre appartement, par exemple. Si vous ne payez pas, vous aurez des problèmes avec le gouvernement français. Ça, c'est tant de choses. On éduque nos clients. Il faut être en règle avec l'administration. Il faut avoir des co-héritiers.
Il faut payer, il faut assurer votre maison. Il faut faire ce qu'il faut faire pour maintenir la maison. Si vous n'avez jamais si vous n'avez jamais été propriétaire, non, vous devez apprendre comment faire pour gérer un bien immobilier. Et puis, on passe vraiment du temps. D'ailleurs, chaque dimanche, on a une réunion pour les nouveaux clients, les anciens clients. Pour communiquer, on continue à communiquer. Quand il y a des nouvelles lois, on communique à nos clients. Donc, vous tenez quand même, vous prenez quand même du temps à les éduquer en tant qu'on ne prendrait pas pour tout le monde, en tant qu'on n'a pas pris pour vous, par exemple. Encore, ce que nous sommes en train de faire, c'est beaucoup plus un mouvement que juste une activité. Okay. Je vous ai dit que le problème que je suis en train de résoudre était d'abord mon problème. Je connais la souffrance, je sais ce que c'est que travailler 6 000 $, vous donnez 4 000 $ pour les maisons, vous payez la voiture, vous payez l'électricité, il vous reste 300 $. Pendant 10 ans, et vous n'aurez rien après. J'ai résolu mon problème et je veux résoudre le problème de mes confrères. C'est quelque chose que je fais d'abord avec beaucoup de passion. Pour moi, c'est une mission. Ouais, donc c'est pas juste une transaction. Est-ce que je gagne l'argent? Oui, je gagne beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Mais je vois au-delà de l'argent. Ouais. Okay. Et moi, j'ai une question un peu particulière qui m'est revenue comme ça en tête. Est-ce que aujourd'hui, parce que vous n'avez pas fait des longues études, est-ce que pour vous, le fait de n'avoir pas fait des longues études ont été un frein durant votre parcours ou pas du tout? Je suis en train d'écrire un livre qui est intitulé « J'ai eu la chance de ne pas étudier ». Ok. J'ai eu la chance de ne pas étudier. Je n'ai pas été conditionné. J'ai appris dès le bas âge. Ce n'est pas 1 plus 1 égale 2 qui a défini que je suis intelligent. Okay. Parce que 1 plus 1 égale 2, ça ne résout pas, ça ne résout aucun problème. D'ailleurs, les plus pauvres de la Terre sont les professeurs. Si l'école était la solution dans la vie d'un homme, c'est que les professeurs allaient être les plus riches. Aujourd'hui, il ne faut pas confondre. J'ai 2 doctorales en ministry. Je me suis éduqué. Je me suis formé d'une façon, pas de la façon traditionnelle. Pas de la façon traditionnelle. J'apprends chaque jour, je continue à m'éduquer. Et dans mon éducation, je dois être la solution pour mon environnement. D'accord. Je ne dois pas retenir les choses et penser que je suis sage parce que j'ai retenu les choses. Je dois appliquer la connaissance que j'ai pour résoudre les problèmes de mon environnement. Ok. Donc, comme la réponse est beaucoup, je pense que j'ai été béni de ne pas... Parce que j'ai beaucoup de docteurs, des ingénieurs qui travaillent pour moi. Je ne crois pas qu'ils sont très brillants parce que ils ont beaucoup étudié, mais l'éducation, peut-être les formules d'éducation, je ne sais pas si c'était vraiment fait pour développer les gens qui vont apporter des solutions pour des problèmes de notre environnement. Aujourd'hui, je parle beaucoup plus pour notre cas, nous les Africains. Aujourd'hui, on n'a pas de route, on n'a pas d'eau potable, on n'a pas de nourriture, on ne peut pas se vêtir, on n'a pas de chaussures, nos lunettes, on ne peut pas les faire. On ne fait rien. Même la pâte pour nettoyer nos dents, on ne sait pas comment faire. On ne fait rien. Donc, comment est-ce qu'on peut se déclarer éduqué? Moi, j'ai posé cette question parce que récemment, j'ai eu un débat avec un jeune homme qui se dit multimillionnaire et en fait, qui disait que j'avais perdu 7 ans de ma vie dans les études. Est-ce que vous pensez que faire des études, des longues études, dans le monde d'aujourd'hui, parce que dans le monde d'Internet, où on peut se former sur Internet avec Google et toutes ces choses-là, est-ce qu'aujourd'hui, ces choses-là sont considérées, vous direz plutôt à quelqu'un que de vive voix comme ça, que tu as perdu du temps dans tes études, parce que ce que tu as eu à apprendre sur le banc de l'école, même qu'il y a des choses qui n'étaient pas nécessaires, mais que tu as quand même appris, en fait, moi, je l'ai appris dans la pratique. Est-ce que c'est ce que vous diriez vraiment à quelqu'un ou... Je ne dirais pas à quelqu'un de ne pas aller apprendre les bases à l'école. Il faut aller apprendre à lire, il faut apprendre à écrire. Si tu ne peux pas communiquer ce que tu penses,
tu seras déjà un homme emprisonné. Donc, il faut avoir l'éducation de base, au moins. Maintenant, dès que tu peux écrire, dès que tu peux communiquer ta pensée, tu dois développer les compétences pour résoudre les problèmes de l'homme. Parce que quand tu te réveilles le matin, pose-toi la question, quels sont les problèmes que tu peux résoudre pour toi-même? Il y en a qui ne peuvent rien résoudre. Donc, il faut payer quelqu'un pour nettoyer ton sol, il faut payer quelqu'un pour faire tes vêtements, tu payes quelqu'un pour faire tes cheveux, tu payes quelqu'un pour composer ton nul, pour que tu mettes sur ton visage, peut-être tu payes quelqu'un pour venir te maquiller, tu payes quelqu'un pour cuisiner, tu payes quelqu'un pour s'occuper de ton enfant, mais tu ne connais rien. Tu ne connais rien finalement. À chaque moment, on doit faire notre inventaire. Quel est ce qu'on donne au monde? Quand on se réveille le matin, qu'est-ce qu'on produit? Quel est le problème qu'on résout? Et chaque jour qui passe, chaque mois qui passe, on doit résoudre plus. On doit résoudre plus. Et aujourd'hui, vous êtes à Paris. Pourquoi exactement? Nous sommes là pour Back to Africa. Back to Africa, déjà, qui est un programme animé par M. Philippe Simon du groupe Investi au pays, qui est aussi un très, très grand il est une très, très grosse solution, produit de la diaspora. Et il a acquis beaucoup de connaissances à l'extérieur. Aujourd'hui, il utilise cela pour vraiment encourager beaucoup à rentrer investir en Afrique, à rentrer construire l'Afrique. Moi, j'ai toujours été pour ceux-là qui sont pour l'immigration. J'encourage beaucoup d'Africains de sortir parce que vous ne pouvez pas vous serrer dans un village, développer les compétences du village pour construire le village. Parfois, il faut sortir, voir ce qui se passe ailleurs pour rentrer vraiment construire. D'ailleurs, c'est pourquoi Dispensation Investment Group, c'est aller chercher les fonds à l'extérieur pour venir construire l'Afrique. Faisons comme la Chine, faisons comme l'Inde, faisons comme d'autres pays. Donc, aujourd'hui, Philippe, il mobilise vraiment la puissance économique de la diaspora pour dire, hey, on ne peut pas rester dehors définitivement. Rentrons avec les compétences qu'on a reçues de la diaspora, rentrons avec les fonds pour construire l'Afrique. Donc, le programme, ce sera magnifique. Donc, j'encourage beaucoup à vraiment s'attacher à ce mouvement. C'est un programme qui se tient sur 2 jours, donc samedi. Oui, samedi et dimanche. Et dimanche. Ouais. Et vous êtes en tant que speaker. Oui. Vous allez prendre la parole. On a un stand là-bas pour expliquer beaucoup en profondeur ce qu'on fait aussi. Et puis, c'est un temps de rafraîchissement avec les autres grands leaders africains qui sont en train de travailler très dur pour la transmission de compétences en Afrique et surtout pour le développement de l'Afrique. OK. Et du coup, vous voulez installer votre entreprise aussi en France ou pour le moment, vous vous contentez très bien des États-Unis? On a toute une forte équipe ici en France, dans l'Europe. Mais nous sommes beaucoup concentrés aux États-Unis et en Afrique pour le moment. C'est là votre champ de développement. Oui, l'Afrique et les États-Unis. Ouais. Et tout se passe pour le mieux pour vous? Très, très, très bien. Très, très bien. Pas de plainte. Et donc, vous vendez aussi en Afrique ou vous ne vendez qu'aux États-Unis? Nous vendons aux États-Unis. Nous avons un programme Ansele en RDC. Nous sommes en train de faire 10 000 logements. Nous travaillons encore sur les bases de cela. Donc, peut-être le moment venu, on communiquera plus dessus. Et ce sera le même modèle d'affaires. Vous prenez un logement, vous payez tout doucement, tout doucement. Là-bas, je crois qu'on va faire 20 ans maximum, selon l'âge des clients. Les plus jeunes pourront avoir jusqu'à 20 ans, d'autres 15 ans. Ouais, ce sera le même programme. Et vous pensez que le faire au Congo sera aussi facile qu'aux États-Unis? Nous croyons que rien n'est facile. Enfin, quand je dis facile, c'est que est-ce que vous auriez les mêmes opportunités au Congo que vous avez eues aux États-Unis? Bien sûr, bien sûr.
le même problème. C'est le même problème qu'on cherche à résoudre. Il y a un problème de logement. Les gens sont en location. Ils payent 2-3 000 $ par mois pour louer un appartement. Tout le monde ne veut pas devenir propriétaire à Kinshasa. C'est ça la différence. Mais il y en a quand même qui ont besoin de ce logement. Aujourd'hui, à la Gombe, les gens payent pour des petits appartements 3 000 $. Mais si on les donne une villa, une grosse villa, et on les demande de payer 1 500 $ par mois pendant 20 ans et être propriétaire, vous croyez que ce sera trop? Je pense, moi, honnêtement, quitter le centre-ville avec le degré d'embouteillage qu'il y a à Kinshasa pour aller habiter à la Ntsele, je pense que c'est too much. Genre, je préfère investir dans un véhicule. Vous êtes encore jeune. Si vous aviez 5 enfants, vous allez dire non, je préfère Ntsele. Oui, parce que l'aéroport est à côté, le port sec est à côté, et c'est une nouvelle ville. Kinshasa, nous sommes en train de... La zone économique, tout ça, c'est en train d'aller du côté de l'aéroport. Donc, nous sommes obligés d'avoir une autre ville. Il n'y a plus de place. Est-ce que vous préférez payer 8 000 $ pour un appartement au centre-ville parce que vous voulez vivre au centre-ville? C'est pas parce que je veux vivre au centre-ville. C'est parce que je travaille au centre-ville. C'est-à-dire que au lieu de me taper 3 heures ou 2 heures d'embouteillage ou même ça, c'est quand même beaucoup de se taper autant d'heures d'embouteillage alors que je peux payer et puis être à 15-20 minutes de mon travail. C'est vrai. C'est pas en soi pour le confort et tout. Il n'y a pas de souci. Ce serait là-bas parce que c'est beaucoup plus calme. Il y a beaucoup plus d'avantages. C'est beaucoup plus, c'est un coin rural. Il y a beaucoup, il y a l'élevage, il y a tout ce que je veux de frais de ce côté-là que je ne retrouve pas au centre-ville. Mais il se pose le problème du trajet de mon travail, de ce qui me nourrit à mon logement. Non, mais je pense qu'on est en train de travailler pour des solutions. On aura des petits taxis fluviales pour faciliter la transition de deux ports à moins de 30 minutes. Ce ne sera pas facile, mais on est obligé de développer d'autres solutions. Et c'est ce que nous sommes en train de travailler dessus. Peut-être pendant votre prochain voyage à Kinshasa, vous viendrez visiter nos sites. C'est un projet sur combien d'années? Normalement, avant la fin de l'année, on doit lancer. On est en train de faire les divisions pour le site. Et tout ça. Moi, j'étais très ravie de vous recevoir sur ce plateau. Non, c'était magnifique. C'était magnifique, vraiment. Est-ce que vous avez un mot de la fin pour nous? Je dirais à tous ceux qui sont en train de nous regarder ou bien de nous écouter que il y a toujours un jour pour redonner une autre vision ou bien une direction à sa vie. Le passé, notre vie jusqu'à présent, c'est ce que nous avons fait dans notre passé. C'est ça qui a donné la solution ou la vie que nous avons aujourd'hui. Je me souviens 20 ans en arrière, 28 ans en arrière, mon plus grand souci, c'était ce que je dois manger. Aujourd'hui, après 28 ans, mon plus grand souci, c'est ce que d'autres vont manger. Je pense que la vie est beaucoup plus que nous-mêmes. Et si on se focalise sur ce qu'on peut faire pour les autres, on aura une vie comblée. Nous cherchons toujours des gens qui peuvent joindre notre mouvement, que ce soit avec Ali Global ou que ce soit avec Dispensation en tant qu'ambassadeur, pour porter cette bonne nouvelle jusqu'à l'extrémité de la terre et surtout toucher ceux-là qui ont besoin de nous. Si tu nous as écoutés, prends contact avec nos équipes et chaque dimanche, j'essaie de prendre le temps moi-même sur Zoom pour échanger avec des gens qui ont des grands projets, des bons projets. Et surtout voir comment je peux les accompagner. Ouais. Eh bien, c'est sur ces mots que nous nous séparons ce soir. Vous étiez sur le plateau de Confidence avec Joyce Abouilunga. J'ai été heureuse de recevoir pour vous l'un des meilleurs de sa génération, un des meilleurs coachs de sa génération et de meilleurs investisseurs de sa génération. Ce plateau est aussi le vôtre. Vous pouvez toujours nous rejoindre sur le plateau de Sur la Vérité pour Confidence. C'était pour vous, Joyce Abouilunga. Au revoir, à la prochaine. Pas solo la vérité.